Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 10 décembre 2024. Alors aujourd'hui, on est un peu rouge sur les marchés. Il y a des prises de bénéfices, hein, notamment avec la grosse journée et le début de rallye qu'on a eu ces derniers jours. Ça remet pas en cause, je pense, la tendance à court terme. On a eu quelques données sur la Chine qui étaient relativement moyennes, notamment les chiffres import-export, hein, qui sont revenus moins bien qu'attendu. Il faudra du temps, hein, pour que les annonces et les efforts faits par le gouvernement chinois se voient sur les données. On l'avait dit, hein, probablement pas avant décembre, non, peut-être dans quelques semaines ou dans quelques mois. On aura quand même un début quand même de reprise. Donc là, on est juste dans des petits mouvements techniques qui, je pense, ne vont pas impacter le moyen terme sur les marchés. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement boursier est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. On était allé chercher, on le voit, hein, notamment les trois premières moyennes mobiles, casser les Bollinger et on revient un peu, notamment sur une prise de bénéfice du luxe, parce que le luxe avait énormément monté justement grâce à la Chine. Et on a un petit retour qui est pour moi pas trop inquiétant. On va regarder notamment. Alors sur Unibail, je regarderai parce qu'il y a des ordres en cours là sur les 74 et j'ai pas bien vu encore ce qui s'est passé. Donc je regarderai ça ce soir. Sur la baisse d'Unibail, on va pas en parler. On parle du luxe, hein, LVMH moins 2,50. Après, on le voit, une grosse progression. Donc là aussi, pas de véritable indication, je pense, sur ces baisses qui sont plus des prises de bénéfices parce qu'on est monté énormément, hein, sur le luxe, que ce soit Kering ou Hermès aussi, c'est la même chose. Moi, je voulais voir plutôt. Alors, Stellantis, qui fait quand même un beau rebond après le départ, hein, du directeur Tavares. Moi, je serais encore un peu prudent sur Stellantis et j'éviterais de jouer un peu le moyen terme sur cette valeur. On lui préfère quand même largement Renault. Renault, on le voit, hein, qui a tenu les 39,50, qui revient encore une nouvelle fois sur sa moyenne à 200 et qui amène quand même des plus bas de plus en plus haut et qui a des chiffres et de la visibilité beaucoup plus intéressante, hein, parce que c'est une des rares, voire même la seule en Europe qui n'a pas dégradé ses objectifs. Elle a eu également des participations avec Geely, le constructeur chinois, et récemment Saudi Aramco. Donc c'est un monstre, hein, en Arabie Saoudite. Et elle a pris une part donc dans l'entreprise où il y avait déjà Renault et Geely. Euh, et ça devrait lui apporter des fonds supplémentaires. C'était notamment sur la filiale d'Ampère, hein, qui appartient à Horse. Donc dans la partie électrique de Renault. Donc ça va lui permettre de se développer sans rentrer toujours sur le marché. On espérait, hein, qu'Ampère soit coté en bourse, mais c'est toujours pas le cas. Elle trouve des financements autrement avec notamment Saudi Aramco. Donc c'est plutôt toujours intéressant et le marché semble l'acheter. Donc oui, Renault, c'est une des rares valeurs auto plutôt intéressante, hein, notamment en Europe. Donc là, on revient encore sur des niveaux clés. Ça me semble positif quand même pour le moyen terme, hein, sur Renault, pour aller toujours tester cette zone-là entre les 50 et les 56 début 2025. Et puis Pernod Ricard, toujours sous la poussée, hein, de la Chine. On a peut-être atteint le plus bas Covid, hein, sur les 100 euros. On est revenu le frôler. Ça devrait quand même, pour de l'investissement long terme, je pense qu'on ne prend pas un énorme risque à investir sur ces niveaux-là, hein, entre les 100, 110 sur Pernod Ricard. Les plus prudents, on attendra les derniers chiffres de l'année, hein, qui sont donnés début 2025 sur le dernier trimestre 2024. Mais a priori, on va quand même plutôt commencer à construire. Alors, on peut aussi attendre aussi pour jouer cette dynamique forte parce qu'on va peut-être avoir des semaines ou des mois de construction où il ne se passera pas grand-chose avant le départ. Mais maintenant, on arrive quand même sur des niveaux de valorisation super faibles qui sont intéressants sur Pernod Ricard. Je voulais voir aussi
avant quelques spéculatives, Veolia, qui elle aussi est en contrat avec l'Arabie Saoudite. Alors ils sont là, Veolia. Il y a pas mal de rapprochements, hein, entre la France et l'Arabie Saoudite et sur tout ce qu'elle fait, notamment le traitement des déchets, hein, et aussi sur le dessalement, la capacité à dessaler l'eau de mer. Donc en Arabie Saoudite, une région qui est assez pauvre en eau et en eau douce. Donc et là, il y a un gros marché qui est probablement en train de se faire sur Veolia, avec une croissance plus importante que sur les marchés actuels qu'elle a en Europe. Donc ça pourrait être intéressant aussi, de voir Veolia sur l'optique long terme. On l'a vu sur le court terme, il y avait des achats ici sur les 26,6, notamment au mois d'avril, au mois d'août et plus récemment au mois de novembre. Ça, c'est reparti à chaque fois. Donc là, on est assez proche de ces supports-là, avec une visibilité plutôt favorable aussi sur Veolia. Des utilities aussi, le secteur auquel appartient Veolia, qui devrait être plutôt intéressant en cette période aussi de baisse des taux et de croissance moyenne. Donc oui, plutôt favorable sur le long terme maintenant sur Veolia, toujours en surveillant les 26,6, parce que si on revient à les casser, c'est qu'il y aura probablement quelques inquiétudes. Et enfin, on a également Lotus Bakeries. Donc, on en avait parlé, hein, notamment avec cette belle journée, c'était cet été, le 9 août, où elle avait bien explosé. Moi, j'attendais un retour, le retest sur les 10 100. Alors oui, elle est un peu chère, hein, pour les petits portefeuilles, c'est compliqué, mais sinon, pour les autres, ça reste intéressant. 10 000 euros ici, et on y revient. On est monté, on le voit après cette explosion, on a pris 23%, pour atteindre les 12 500. Et puis le début de la consolidation. Et là, ça m'intéresse. Ça m'intéresse de rentrer maintenant sur Lotus. Alors, j'ai pas pris de position. On surveille aussi tout ce qui est oblique RSI et niveau. Là, pour l'instant, on voit qu'on attaque un peu les 30, donc on va peut-être passer quelques journées un peu compliquées, mais on a déjà fait une mèche basse, on a déjà rebondi un peu sur la moyenne à 200. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est tout ce qui va se passer ici. Le travail du support à 10 100, le travail de la moyenne à 200, la construction sous l'oblique de résistance avant le redémarrage. Donc c'est ça. Ça, c'est le scénario positif, parce qu'on peut toujours avoir un scénario négatif, mais j'y crois pas trop, parce que Lotus, ils ont notamment augmenté un peu récemment leur unité de production, parce qu'ils sont déjà à fond, et la demande est encore supérieure à l'offre. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font, ils le vendent, et ils essayent encore d'augmenter leur production. Leur marge, je sais pas, mais déjà sur les volumes, ils sont à bloc. Donc la demande est toujours super importante sur leurs produits. Et c'est plutôt quelque chose de favorable. Là aussi, alors c'est pas du luxe non plus, mais ils ont des marges plutôt correctes, hein, sur leurs produits. C'est pas relativement cher pour ce que c'est, mais c'est plutôt intéressant le positionnement de Lotus. On le voit après cette grosse hausse aussi au niveau de la MACD, on était monté très haut, c'est pour ça qu'on évite, on le voit ici, hein, d'acheter sur ces niveaux-là. Et on a cette belle consolidation avec le retour en territoire négatif MACD. Donc c'est tout ce qui va se passer maintenant qui va être intéressant et qui devra s'acheter sur des points bas, sur des niveaux clés qui normalement permettent de rentrer sans trop de risques, et après déjà la baisse et la consolidation. Donc là, ça va devenir intéressant, je pense, sur Lotus, de se réinvestir. Fin décembre, à mon avis, on surveillera les indicateurs toujours pour rentrer au mieux. Et puis, on va voir quelques valeurs un peu plus spéculatives, dont on a déjà parlé plus ou moins récemment. Il y a JDE Peets. Moi, j'aime bien la config de JDE Peets. Il y avait notamment Nestlé, hein, qui était en pourparlers pour rentrer au capital de JDE Peets. Et ce graphe, alors, pas terrible, on le voit notamment depuis août 2022, donc 2 ans et demi de baisse, mais surtout, ici, avril 2024, en gros, parce que après on a un petit peu baissé, mais c'est le support ici à 18,45 qui a racheté à chaque fois. On enfonce un peu les 18, hein, on va chercher les 18 en gros.
et c'est racheté, on le voit là, toute cette zone-là, hop, et encore une fois racheté. Et moi, ce que je regarde aussi, c'est les volumes et les pics de volume hein, qui sont représentés ici avec les petites flèches vertes. 18,62, énorme pic de volume, on n'y revient pas. Et là, dernièrement, 18,78, encore un gros pic de volume. Et derrière, on va plus haut. Donc, il y a plutôt quelque chose à jouer pour jouer le retournement. On est proche des supports là aussi, donc le risque est assez limité. Et puis, on a un début de rassemblement de moyenne mobile qui semble intéressant aussi techniquement. Au niveau fondamentaux ou macro, on l'a vu avec Nestlé, hein, qui pourrait rentrer au capital et aider le cours. Donc, une ligne spéculative plutôt intéressante à jouer maintenant. Hein. Et on a également cette congestion, on le voit. Quelques mèches hautes, quelques mèches basses, mais ça congestionne. Il n'y a plus trop de volatilité là dernièrement. Ça ne bouge plus. On est entre les 18,6 et les 19 en gros. Et il se passe rien. Et généralement, ça précède des gros mouvements. Donc, ce qu'on peut faire, je pense, c'est initier une petite taille de position sur JDE Pits pour jouer le rebond et le retest des anciennes zones, hein, que ce soit les 20 ou les 21, avant peut-être d'autres bonnes nouvelles qui vont éventuellement retourner le titre en moyen long terme. Il y a également Ipsen qui est intéressant, avec toujours un catalogue sur des nouvelles thérapies et probablement des sorties en phase 3 et en mise sur les marchés qui devrait arriver hein, très prochainement en 2025. Donc Ipsen, on peut jouer ça avec toujours des royalties, hein, le fait d'être avec des gros labos. C'est les labos aussi qui vont participer à la vente et rémunérer Ipsen pour leur travail. Donc plus ils vendent, plus Ipsen va récupérer de l'argent. Là aussi, on le voit, hein, c'est grosse zone de résistance sur les 130 en gros, 125, 130. Mais derrière, on est racheté et puis là, on tente un peu une sortie depuis cet été. Et ça pourrait casser aussi assez franchement parce que maintenant, on est dans cette période d'accumulation qui arrive un peu à son terme. Alors, c'est neutre, mais avec un passé plutôt intéressant. Donc là aussi, Ipsen, petite ligne spéculative à jouer pour jouer les sorties de thérapie. Et on va regarder, ah oui, la dernière, c'était Alphabet, évidemment. Je dois l'avoir là, Alphabet. Donc c'est Google. On avait parlé hein, de l'ordinateur quantique et hier. Et alors récemment, elle a encore investi, je crois que c'est 800, je ne vais pas dire de bêtises, mais c'est un investissement important encore dans l'IA. Donc, toujours largement favorable. Le risque avec le démantèlement possible existe toujours, mais pour l'instant, le marché, on le voit, ne joue pas ça du tout et n'est pas trop inquiet à ce niveau-là. Donc, Alphabet, toujours super favorable. Sur cette valeur, on le voit qui est depuis le mars 2023 dans son canal haussier avec une petite zone de surchauffe, hein, notamment cet été. Mais on est toujours bien. Elle fait un petit gap, donc là aussi, sur le long terme, c'est pas trop grave. Sur le court terme, on pourrait éventuellement attendre le retour sur les 178 ou les 170 et racheter cette zone-là pour essayer de rentrer au mieux. A priori, moyen long terme, on est toujours largement haussier hein, sur Alphabet. Et puis, quelques valeurs abonnées, notamment Aon. Alors là, évidemment, on évite. Hein. On est très haut au niveau MACD. On a déjà eu une grosse progression. Et puis, on commence à entamer la moyenne à 20. Et puis, avec des gros chandeliers, notamment ici, hier. Et la cassure de ce niveau-là, la moitié du gros chandelier vert sur les 131. On est en dessous. Donc, pour moi, c'est baissier court terme. Il faudra éventuellement y revenir si on a un support qui fonctionne. Peut-être les 96 ou les 111 a priori, mais pas avant. Là, on est baissier. AMD, ils ont du mal aussi. Alors tout le secteur un peu tech et semi-conducteur est pas forcément dans le même ordre de progression. AMD, ils ont fait le gap baissier et puis derrière ils n'arrivent pas à rebondir. Alors pour l'instant c'est pas encore cassé ici les 132, mais on l'avait déjà un peu entamé dernièrement. On le reteste un peu maintenant.
éviter de jouer contre le marché, hein. AMD, ça me semble intéressant aussi sur le moyen terme, mais pour l'instant, on n'a pas d'entrée intéressante court terme et puis pas de dynamique favorable. Donc plutôt attention, hein, sur cette valeur-là si on n'a pas de reprise assez forte prochainement. ASM International, là c'est un peu mieux quand même parce qu'on a ces gros rachats notamment qu'on avait vu aussi sur SML Holding, hein, avec les plus bas qui avaient été rachetés ici. Donc le support des 478 et en train de tenir. Là aussi, on joue plutôt le rebond technique sur les 590 environ. On est loin encore d'un retournement, mais on voit que le cours s'est stabilisé et a plutôt pricé les mauvaises nouvelles ici. Donc plutôt intéressant éventuellement pour jouer toujours plutôt le moyen terme ou alors le très court terme pour le rebond technique sur ASM International. Carrière globale. Là aussi, c'est une belle valeur en trend following. Maintenant, on a initié une phase de consolidation avec ce qui fait souvent un peu peur, hein, c'est-à-dire les gaps baissiers ici comme ça. Donc on fait un gros gap, on est à la baisse et derrière, on n'arrive pas à le combler. On est revenu le tester, échec. Donc on confirme la zone de conso qui ira potentiellement sur ces niveaux-là, hein, autour des 60 ou des 65, on verra. Donc à court terme, on va plutôt éviter, mais passer le début d'année, janvier, février, ça dépend combien de temps ça va prendre, il y aura éventuellement un retour à faire sur cette valeur. ESSO, attention ESSO, alors toutes les pétrolières, enfin notamment européennes, ont un peu plus de mal. Les américaines sont un peu mieux. Sur ESSO, moi je suis toujours baissier, hein, depuis. Alors j'avais tenté le rebond qui n'a pas eu lieu, donc j'étais parti quelques jours après la cassure, hein, des 119. Derrière, ça confirme pas, toujours pas. Donc éventuellement, ce qu'on peut voir sur ESSO, c'est peut-être ça. Un début de support et de range entre les 95 et les 113, avec peut-être de la construction. Et un scénario positif ou négatif pour une sortie aidée par la macro. Mais là, il n'y a pas grand-chose à faire, c'est neutre, hein, sur ESSO. L'Enox International, là aussi, encore un trend following intéressant. Assez impressionnant. Je ne sais pas ce qu'ils font. Produit de climatisation pour les marchés de chauffage. Ventilation et réfrigération. Je ne savais pas que ça marchait aussi bien. Donc oui, pas grand chose à dire ni à faire. Plutôt voir les fondamentaux sur une valeur comme ça, hein, qui est assez solide. Ouais, pour rentrer, bah, éventuellement, on rentre pour jouer la hausse, mais si on a un retournement, on va avoir une perte. Donc c'est plutôt timer au mieux les rentrées et surtout avec la MACD, je pense, ça serait intéressant. Et là, on est plutôt en phase de baisse, donc attendre un retour encore comme ça et un début de rebond qu'on pourra jouer avec la MACD et continuer le trend following. Parce que là, à court terme, très court terme, c'est négatif. Monolithic Power. Alors, monolithique, on a les fameux gaps baissiers, hein, qui sont jamais très bons. Elle en fait plusieurs en plus. Un premier ici, un deuxième ici. Et derrière, on a un début de réaction. Il y en a un là aussi, un petit gap qui n'a pas été comblé sur les 508. Et il y a cette zone-là autour des 500, 583 qui est en train de servir de support. Donc éventuellement, bah, c'est du rebond technique. Alors les volumes ont été énormes, mais c'est sur des gaps à la baisse. Éventuellement, on peut jouer le rebond technique actuellement parce qu'on est très proche d'un support et on est en train d'être acheté. Maintenant, deux gaps baissiers, cassure de niveau clé, c'est un peu inquiétant. Donc moi, j'irai pas, sauf pour du court terme, pour jouer le rebond technique, monter les stops jour après jour et puis partir après. Netflix, impressionnant, hein, Netflix qui a fait depuis avril 2022 en gros. Et là, on est monté pleine bourre, hein, depuis un nouveau gap. Elle émet des gaps haussiers un peu partout. Octobre 2023, janvier 2024, octobre 2024, donc elle n'arrête pas. On est passé de 160 à bientôt 1000, donc on a bientôt fait du x5.
Euh, c'est beau. Il y a un moment où ça va consolider fortement. Il faudra peut-être prendre ses bénéfices. Maintenant, oui, cette zone-là, quand même bien testée, hein, les 700, plus haut de 2021, échec 2024, échec 2024, et puis cassure. Ça serait intéressant d'y revenir. Maintenant, après une telle hausse comme ça, si on y revient, c'est pas sûr qu'on reparte. Donc, sur Netflix, quel est le potentiel encore à jouer? Est-ce qu'on va avoir d'assez bonnes nouvelles pour continuer cette survalorisation, ou on a plus de chances d'avoir des mauvaises nouvelles qui vont un peu plomber le cours et les faire revenir sur des niveaux de valorisation plus faibles? Ben, moi, je serais plutôt de l'avis de la deuxième solution. Donc, si on est dessus, on pense à monter les stops. Et puis, bah, il y a une bonne partie quand même qui a déjà été faite. Je pense pas qu'on puisse gagner encore beaucoup sur cette valeur-là. Octa, Octa, c'est quoi? Dans le développement et la vente de logiciels sécurisés. Alors, le problème, c'est que c'est un secteur assez concurrentiel et avec souvent les gros, hein, qui se taillent la part du lion. Donc, les petits, c'est pas souvent les plus intéressants. Et, euh, et sur Octa, ouais, on, on a ces tentatives, mais pour l'instant, c'est échec à chaque fois, hein, sur des niveaux clés. Donc, plutôt aussi la regarder de loin pour voir ce qu'elle va faire ici. Et ça nous mène en février-mars probablement. La volatilité peut être intéressante aussi à jouer. Donc, mais là, on voit gros, gros pic de volume. Alors, il y a eu un gap haussier, mais on n'est pas loin de le combler. Finalement, ça a été vendu. Donc, négatif aussi à court terme. L'argent, on en avait parlé hier. Toujours positif. Voltalia, il y a les supports qui sont rachetés, hein, autour des 7,15, hein. Ça date d'un moment, les 7,15. Là, en hebdomadaire, hop, c'est ici, 2018. Donc, sur Voltalia, ouais, on joue une ligne un peu sur le secteur énergétique et des énergies renouvelables. Là aussi, gap baissier, mais derrière, ce qu'on voit, c'est surtout la fin de la baisse à long terme et les rachats autour des 7, 7,15. Donc, c'est jouer tout ce qu'on avait mis ici dans les hips pour la construction et tenter une cassure, le retournement, le comblage de gap et éventuellement une OPA sur Voltalia, parce que c'est une petite valeur qui peut être achetée par les gros. Donc, potentiellement OPable. Et Wirepool. Wirepool, c'est pas mal parce que on l'a vu ici. Non, enfin, moi, je l'ai pas vu, mais notamment au mois de juillet 2024, le faux départ. Et puis, quelques semaines après, en septembre, le vrai départ avec le canal haussier qui est en train de se créer sur Wirepool. Et le retournement long terme aussi qui est en train de s'acter. L'objectif probablement ici sur les 145 à court ou moyen terme. Maintenant, ouais, rentrer. Alors, il y a un gap haussier qui date juste d'hier. Plutôt favorable quand même sur Wirepool. Alors, pas. Peut-être en plusieurs fois, en plusieurs positions, parce que si on a un retour, ce sera intéressant de réinvestir sur les 110, 115. Et puis sinon, réinvestir un peu plus dans le long terme. Mais oui, c'est une belle valeur qui a, je pense, atteint déjà ses plus bas et qui va commencer à se réajuster probablement, oui, sur ces niveaux-là. On le voit, les 157 à 110, hein, sont une zone bien travaillée le cours que Wirepool va rejouer prochainement. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent et les questions si vous en avez, j'y répondrai. Bon trade, à plus!